Oh là 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 là. Le football, il a changé. Mais c'est fini. J'avais assez de cette bande de racailles. Léa, je t'ai des noirs et des arabes. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans la zone. Prenez place, comme on dit ici. Pourquoi tu te plains? Je me plains pas. Ça fait à peu près 5 secondes qu'on a déjà commencé l'émission. C'est incroyable, regarde. C'est un compliment, j'espère. Bah bien sûr que c'est un compliment. Eh bien, c'est la première fois depuis 10 piges qu'on se connaît, qu'on commence aussi bien l'émission. À ma droite, vous l'avez vu, Jo Bélin. Ça va, tout va bien, all is good? Super, impeccable. Très belle veste. Merci beaucoup, merci. Capitaine Bobo, belle veste aussi ou pas? Ouais. Un peu plus, autant que... un peu plus SM. Hier, c'était pas là, ça va c'était avec le thème polaire. personnage. C'était thème polaire. Avant de présenter notre invité que vous voyez bien sûr sur notre magnifique plateau, on voulait vous remercier. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous regarder. On approche des 20 000 abonnés. On a fait 300 000 vidéos. 300 000 vues, pardon. C'est beaucoup ça, 300 000 vidéos. Ouais, ça se voit au CERN, on n'endort plus du tout. Non, près de 300 000 vues avec les dernières vidéos avec Ricardo Fati. C'était super cool. Donc voilà, on voulait vraiment chaleureusement vous remercier dans ce nouveau concept de la zone avec la nouvelle équipe. Et puis là, on a un invité de marque, Mister Nicolas Douchès. Comment ça va, Nicolas? Ça va bien, je savais pas qu'il fallait venir avec une veste. Bah non, toi tu viens On est à comme, deux tu viens doigts comme, de tu es te virer, là, comme quand chez même. McDo. Putain, Mais pourtant si, en plus t'as mis un super... T'aurais pu le mettre ton super kawaii. j'aurais pu. Un rien t'habille, comment ça va? Ça va bien, je suis Olivier. content d'être avec toi, tout va bien, C'est vrai. enfin avec vous. On peut se dire voilà, tu vois un peu l'ambiance qui règne sur ce plateau. Est-ce que tu connais l'émission ou pas? Non, Tu connais... Il le dit avec un tel aplomb. Non, il y a quoi? Est-ce que tu connais ces messieurs? non plus. Eh ben, tu vas apprendre à les connaître, ils sont très sympas. Rapidement, avant de commencer l'émission, un petit souvenir là, de Nicolas Douchès. On te présentera bien sûr, même si on a très peu à mon avis qui te connaissent pas, ceux qui regardent. Est-ce que vous avez un petit souvenir de Nicolas Douchès? On rappelle formé au Havre, Paris Saint-Germain, Toulouse, le Stade Rennais. Est-ce que vous avez un petit souvenir là, un petit flashback de Nico en tant que Moi, je l'aimais bien sans cheveux. J'ai appris à le découvrir à crâne rasé, il avait un vrai flow. Tu vois, au Stade Rennais. Je sais pas pourquoi j'ai une image, genre habillé tout en noir, crâne rasé, bon jeu au pied. Voilà. Mais sans cheveux. Non, les cheveux vont bien, hein, je veux pas dire ça non plus. Je suis pas en train de vanner sur les vœux. Ça commence. Non, mais tu me demandes un souvenir, je te donne. Il a les cheveux en plus, mais il a toujours le même jeu au pied. Alors, on a vu quelques vidéos, tu es toujours aussi bon. Normalement ça reste, ça bouge pas ça. Balle au pied. Ah, t'as pas mis la photo que je t'ai envoyée du coup? Si, bien sûr, Ah, d'accord. on a la photo. Souvenir, c'est plus les premiers titres du PSG qatari avec les cheveux colorés où pour moi t'étais l'âme du vestiaire avec Pocho, avec ce genre de joueurs qui faisait que il se passait quelque chose et que c'était très agréable à suivre. Voilà. Il y avait un petit clan Frenchie, d'ailleurs, Mani, en régie, si tu as la Ma photo. Ouais, avec Mathieu Baudemer, avec Blaise Matuidi, Guillaume Mauro. À l'époque, c'était un petit peu ce clan Frenchie-là que... Ouais, c'était ça. Mais il y a eu le camp avec Baudemer, évidemment. Toujours, certainement toujours pas. associé. Ouais, certainement pas de Clément Chantôme sur cette photo. Voilà. Non. Ouais, il devait être de l'autre côté du bus. À qui on fait un petit coucou? À Clément Chantôme. Évidemment. Je suis sûr qu'il nous regarde, en plus. On va commencer l'émission. On y va avec le premier thème de la soirée. It's all about the Benjamins, baby. L'habitude, mon cher Nicolas, dans la zone, c'est d'ouvrir l'émission avec une chronique qui s'appelle Los Termos. L'objectif, c'est... De dire les termes. Voilà. On fait LV2 espagnol L'espagnol. ici. On ne peut pas être plus explicite. Deux Thermos ce soir. Los Thermos sur le Stade Rennais, Genesio et Julien Stéphan. C'est un petit peu Dallas en ce moment du côté du Stade Rennais. Je vais les laisser commencer, comme ça tu vas un petit peu comprendre ce qu'il faut Ouais, faire. puis on va pas te mettre dans la merde non plus. Donc, C'est cool. bonne idée, mauvaise idée alors, Nicolas? En ce moment, le Stade Rennais, c'est un peu, je disais, Dallas, ton univers un petit peu impitoyable. Ouais. Bruno Genesio qui s'en va 2 ans et demi. Après être arrivé à avoir fait du très bon taf, d'ailleurs, du côté du Stade Rennais. C'est Julien Stéphan qui le remplace. Et c'était d'ailleurs Bruno Genesio qui avait remplacé Julien Stéphan au moment de la démission, même non, du licenciement de Julien Stéphan. Donc on connaît déjà le successeur de Julien Stéphan pour la prochaine fois. C'est ça, ce sera Bruno Genesio. Dans 2 ans et demi, en plus, on connaît même la date. Bonne idée, je ne sais pas, je pense pas. Après, mon avis, c'est que je ne pense pas, parce que ça s'était pas très bien passé avec Julien Stéphan, surtout à la fin. Il avait quand même amené le Stade Rennais en Ligue des Champions. On en a déjà discuté, on n'était pas d'accord tous les deux, mais c'est pas grave. Mais on a le droit de ne pas être d'accord, c'est ça qui est bien. J'en ai parlé avec Athème, et qui me disait que heureusement qu'Athème était là à l'époque pour tenir l'équipe. Et j'ai des souvenirs tactiques de cette fin de période de Julien Stéphan, où c'était un peu laborieux. Voilà. Un peu comme ce qui s'est passé à Strasbourg,
Mais je ne sais pas si c'est toujours une bonne chose de reprendre quelqu'un qu'on a, entre guillemets, viré, quoi, tu vois. Ah, j'ai l'impression que tu partages le même avis. Ouais, moi, je reviens jamais avec mes ex. Tu vois, c'est Bon, un principe. Et ça t'a amené où, alors C'est un Boris mais t'es un malade de dire ça. De quoi? Mais on a dit qu'on racontait l'histoire, en plus, la dernière fois. Bah, j'ai pas dit que j'allais me remettre avec mon ex. D'accord. On peut la raconter, cette histoire. Hein, mais Tu veux qu'on la Non, on raconte? fera un petit Tu veux côté ou les pas feux de la mort tout à l'heure. c'est toi qui vois. Tu choisis le moment où Non, on va pas dire son nom parce qu'elle s'appelle Agathe Prou, Ah, mais ok. voilà, il n'y a pas de... Allez, reprenons l'émission. tiens. Sur Bruno Non, Genesio, Julien on- Stéphan, le côté c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs conflits. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée, en tout cas, de reprendre son ex aussi rapidement. C'est plutôt ça le truc. Tu vois, que des entraîneurs reviennent dans leur club, ça pourquoi pas, mais... Bah, ça Mais fonctionne, hein. Il y a Michel Derzakarian qui revient du côté de Montpellier. Ouais, mais après... C'était plus iconique. Après, tu vois, genre, j'ai du mal à comprendre aussi la temporalité de cette éviction-là. C'est Bruno Genesio qui a décidé de partir. Ouais, mais enfin, en tout cas que ça s'arrête et qu'il change d'entraîneur maintenant. J'ai toujours du mal à suivre le Stade Rennais. On en parlait la dernière fois. On a fait un sujet là-dessus, Nico, il y a sur quelques semaines. Ouais. pas le parallèle, mais plutôt l'opposition entre Rennes, où ça marche pas, et Lille, où ça marche bien, avec pas forcément exactement la même efficacité de projet. Tu vois. Plus des stars, un petit peu starlettes à Rennes, et Lille plus du... Non, on pointait peut-être un petit peu du doigt le manque de caractère parfois qui pouvait un petit peu se dégager. D'exigence. Ouais. Bah, par exemple, Bruno Genesio, voilà, en plus tu connais très bien le club, tu as joué pendant 3 ans, l'idée c'est pas de te mettre dans l'embarras, mais vraiment, comment est-ce que tu as pris ça, Bruno Genesio qui quitte le club parce qu'il se plaint vraiment d'un manque de culture de la gagne du Stade Rennais. C'est un petit peu ce qu'il avait dit, ce qu'il l'embêtait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, surtout depuis le début de saison, et donc c'est ce qui l'a un peu poussé à partir. Toi, quand tu entends ça, comment est-ce que comment tu le prends? Je suis surpris parce que c'était vrai à une époque, et notamment à l'époque où j'étais, il n'y avait pas encore cette culture. Je pense que quand Olivier Létang est arrivé là-bas, il a réussi à amener cette âme, à amener une vraie identité à ce club. Et c'est pas pour rien que le club a réussi à grandir, à gagner sa première Coupe de France depuis tant d'années, que ce club a accédé pour la première fois en Ligue des Champions. Donc je pense que cette culture est arrivée. Après, il faut continuer à travailler dessus. C'est pas parce qu'elle est arrivée sur une certaine durée qu'il faut plus la cultiver. Et je suis pas forcément d'accord. Je pense que le club maintenant a eu cette culture de la gagne, mais tu peux vite t'endormir et retomber dans les travers du passé. Ouais, il y a peut-être ce risque aussi de la déception du nouvel ambitieux qui voilà fait pas le bon début de saison qu'il espérait. Le deuxième Los Termos, c'est sur Warren Zaïre-Emery qui est blessé jusqu'en 2024 du coup, donc il va pas faire la fin de saison, il sera pas disponible pour Newcastle ni Dortmund. Attention messieurs, c'est la question à 1 million d'euros. Bobo, elle est pour toi. Le PSG peut-il se qualifier sans lui? Ça commence à être compliqué. J'ai vu que Marquinhos s'était blessé aussi, alors qu'il semblerait que ça songeait à le faire monter au milieu. On va dire que le scénario commence à pas être très très favorable. Moi, je m'inquiète. Bon, je m'inquiète un tout petit peu en termes de dynamique. J'espère me tromper. Hein. J'espère me tromper, mais en tout cas, c'est pas le meilleur moment pour perdre Warren Zaïre-Emery. Jo, pour toi, est-ce que c'est plus dur de se qualifier sans Warren Zaïre-Emery ou sans Kylian Mbappé? Kylian, je pense, non? Okay. Je sais pas, c'est peut-être très naïf. Après, il faut quand même dire quelque chose, c'est que par rapport aux années précédentes, Paris a un vrai banc, je trouve, et notamment au milieu où tu as des vraies solutions, déjà de profil, mais surtout de qualité, où tu as des joueurs comme Fabien Ruiz qui rentrent de plus en plus dans la rotation, ce qui n'était pas le cas, ou en tout cas, c'était plus compliqué en termes de performance, en termes de niveau l'année dernière et l'année d'avant. Mais je pense que c'est lui qui prendra la place numériquement, parce qu'il a repris sa place en équipe d'Espagne. Je sais que Luis Enrique est assez proche du sélectionneur espagnol et qu'il en a beaucoup parlé. Je ne vois pas quand il est rentré pour un match contre Newcastle ou un match de ce niveau-là. C'est peut-être un choix un peu trop offensif, mais il est capable de le faire, Luis Enrique. Et derrière... Surtout qu'il y a de moins en moins de milieu de terrain, quoi. Ouais, alors l'option c'était de mettre Marquinhos au milieu, de ce que j'ai lu, ce qui pour moi est intéressant, parce que pour moi c'est son meilleur poste, mais après voilà, chacun ses trucs. C'est plus derrière que je pense que ça va être inquiétant, parce que si tu joues avec Lucas Hernandez dans l'axe, tu n'as plus que Mukele à gauche, parce qu'il ne mettra pas Kurzawa, je pense, en Ligue des Champions. Si tu mets Danilo et Skriniar, ça manque un peu
de vivacité, la profondeur, c'est très compliqué. Et comme je pense que Paris aura le ballon, ça va être le piège qu'ils sont pris à l'aller, ils peuvent se prendre au retour. Voilà, c'est des schémas, des options tactiques qui sont très... On s'éloigne un petit peu du sujet Warren Zaïre-Emery. Je voudrais recentraliser le débat sur lui. Il s'impose petit à petit du côté du Paris Saint-Germain. Il a fait sa première titularisation, son premier but en équipe de France. Est-ce que tout bêtement, tu le vois enchaîner Euro et Jeux Olympiques, toi, cet été, avec Léa? Ça fait beaucoup pour un jeune joueur comme lui, même s'il est talentueux et qui mérite tout ce qui lui arrive aujourd'hui. Moi, ce qui m'embête sur son sujet, c'est que j'ai l'impression qu'on lui met trop de responsabilités sur le dos. Aujourd'hui, il est blessé malheureusement. On se pose des questions sur la capacité du PSG à se qualifier en ayant, j'allais dire, un gamin de 17 ans absent. C'est énorme ce qu'on lui met sur les épaules. Il est très bon. Ce qui m'inquiète, moi, c'est pourquoi il n'y a pas plus de joueurs de qualité pour pallier à son absence. Lui, il assume son statut, il assume son nouveau rôle, mais je trouve que ça fait beaucoup par rapport à son jeune âge et sur une première saison où il est vraiment titulaire. Ouais, et d'ailleurs, il n'y a peut-être pas aussi... Enfin, ce qui a amené tout ça, tu parlais de pression, de responsabilité sur un jeune gamin qui est censé passer le bac en plus à cet âge-là. Il y a eu cette malheureuse blessure qui va lui faire manquer un petit peu la fin de l'année. Toi, aujourd'hui, tu es entraîneur au Havre, tu gères donc un groupe professionnel, tu gères des internationaux. Comment ça se passe une trêve internationale? On entend un peu ici et là qu'il y a beaucoup de matchs sur toute une saison, que ce soit club avec toutes les compétitions allongées. Est-ce que... c'est compliqué à gérer. Comment, tout simplement, vous les gérez? Comment ça se passe, une trêve internationale dans un club? C'est quand même plus simple pour nous, on a beaucoup moins d'internationaux. Oui. Donc du coup, tu gères plus facilement, tes semaines sont un peu modifiées, mais dans l'ensemble, tu as quand même pas mal de joueurs à disposition. Au PSG, à l'époque où j'y étais, on était 3-4 à rester, parce que tout le monde était parti en sélection. Donc, c'est là où c'est plus compliqué, où tu dois faire monter des jeunes, où la qualité n'est pas la même. Là, au Havre, pour nous, il n'y a pas trop de difficulté à gérer les absences. Et est-ce que les clubs ont leur mot à dire? On entend, pareil, ici et là, qu'il y a des entraîneurs, même des joueurs qui se plaignent un petit peu du rythme, des calendriers surchargés. Il y a pas mal de blessures. On pointait du doigt aussi un petit peu cette Coupe du Monde qui était vraiment décalée et qui a pesé un petit peu, qui a pêché physiquement sur tous les joueurs. Est-ce que les clubs ont leur mot à dire avec les sélections ou pas? Tout simplement. Si, il y a toujours des discussions entre les clubs, les dirigeants, les coachs et les sélectionneurs. Tu es obligé de prendre en compte tous les matchs, les temps de jeu et aussi le calendrier qui arrive. Ouais. Si des équipes sont déjà qualifiées ou quoi que ce soit, tu peux demander à ce que tes joueurs aient moins de temps de jeu. Maintenant, quand tu es en sélection, tu es appelé, tu as juste envie de profiter de tout ça. Et même s'il y a beaucoup de matchs dans le calendrier, moi je fais partie de ceux qui regrettent que le championnat soit passé à 18 et qu'on ait enlevé la Coupe de la Ligue. Parce que c'est plus d'émotions, plus de matchs. Et quand on est joueur, on aime ça en fait. Ouais, ce qui vous anime, c'est les matchs, c'est la compétition. Donc ça peut se comprendre. Voilà, ça c'était pour la partie sérieuse. Il y a eu des grosses blessures pendant cette trêve. Tu as eu Gavi, tu as eu qui d'autre? On avait dit Vinicius, non, tu m'as dit? Il y a Vinicius qui s'est blessé. En tout cas, il y a des gros joueurs qui vont louper des matchs importants. Mais c'est plus le calendrier international de la Coupe du Monde. Ouais. Là, les JO qui arrivent, l'Euro qu'il faut mixer aussi au milieu de tout ça. Enfin, c'est plus ce calendrier-là qui pose problème par rapport au nombre de matchs que tu peux avoir en Ligue 1 ou en Coupe nationale. Ouais, c'est vrai que... pardon, Boris. Parce que la saison prochaine, elle va être énormément impactée par les Jeux Olympiques. Tu vois, tu as l'Euro qui se finit le 14 juillet et les JO qui commencent le 24 juillet pour le foot. Donc, tu as 10 jours entre les deux. C'est-à-dire que tu arrives en pleine prépa pour les clubs. Il ne faut pas avoir de vie de famille, déjà. Ça pour les internationaux, mais tu vois, nous, on s'est déjà posé la question de l'intersaison. Là où, des fois, où d'habitude, tu as 5-6 semaines de grand max. Là, tu te retrouves avec... 5-6 semaines... Là, tu vas te retrouver avec 13 semaines entre la fin du championnat et le début de l'autre. Ouais. Quand on arrivait comment tu gères... Quand on arrivait à Nice avec Eric Roy, on avait 13 joueurs qui allaient jouer à la CAN. Et la CAN, c'est un mois et demi en pleine saison, tu vois.
Donc c'est des problèmes qui au lieu d'avoir réglé des problèmes d'avant, tu vois, ils refont d'autres problèmes qui font que c'est pas forcément la santé des joueurs qui est mise qui est protégée. Donc moi, c'est plus ça qui me dérange. La saison prochaine, en Ligue des Champions, il y aura 2 matchs de plus qui se déroulent, je crois, c'est fin janvier, début février, tu vois. Tu as une journée en plus, parce que tu as plus de groupes de 4 écrits. Enfin, tu as un championnat. Et donc, tu tapes 8 matchs de Ligue des Champions. C'est très bien pour le spectacle, très bien pour les droits télé, tout ce que tu veux. Mais tu vas avoir un mois de janvier avec la CAN, avec 2 matchs de Ligue des Champions pour les grands clubs. Enfin, ça va être terrible. Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'en plus, il y a de plus en plus de joueurs qui semblent s'en plaindre. Là, il y a Jules Koundé qui était avec Moudachour sur Click qui en parle. Voilà, il y a beaucoup de sélectionneurs aussi qui se plaignent de tout ça. Et pourtant, chaque année, il y a plein de modifications. Elle annonce que la Coupe du Monde, il y aura encore plus d'équipes. Voilà, donc encore plus de matchs. Donc mais sur 3 pays différents, avec encore des voyages et tout. Ouais, non, c'est assez, un club qui joue les Coupes d'Europe doit avoir aujourd'hui 25-26 joueurs. Alors quand tu es le Real Madrid ou Manchester City, tu peux les payer, les joueurs. Mais si tu es... imaginons le Havre va en Europa League l'année prochaine. C'est très compliqué. Aujourd'hui, vous n'en êtes pas loin. Hein. C'est très compliqué en termes déjà numériquement de joueurs, tu vois. Après, mais c'est pour ça que des clubs comme Rennes ont eu des difficultés. Et souvent, ces clubs-là qui ne sont pas armés en effectif, ils ont une saison compliquée en championnat derrière. Là, les 3 des 4 équipes qui sont en Coupe d'Europe le jeudi soir, ils ne sont pas dans le top 10. Ils ne sont pas dans le top 10. Il n'y a que Lille. Il n'y a que Lille qui est top 10. Après, tu as Marseille. Si tu mets Paris de côté, quoi. Toulouse n'est plus dans le top 10. Marseille, je crois, ils sont 10e. Rennes, ils sont... Rennes, ils sont hors top 10. Tu vois, c'est quand même un souci. Et à côté de ça, ils réussissent en Coupe d'Europe. Exactement. Ouais, c'est un petit peu ça. C'était le moment où on parlait vraiment très sérieux. Là, on va un petit peu se détendre. J'en ai marre. C'est bon, tu peux enlever le pull. Hop, on va accueillir Benjamin. It's all about the Benjamins, baby. Benjamin nous a rejoint sur ce plateau, histoire de te présenter un petit peu le personnage. Nico, c'est le mec qui vient pour se foutre un petit peu de notre gueule. Donc toi, tu as de la chance. Tu n'étais pas là la semaine dernière ou les dernières fois. Ouais. Puis tu es invité. En général, ils ne s'attaquent pas trop aux invités. Ou alors, encore plus quand ils ont ta carrure. La semaine prochaine, peut-être. Mais courage, mais pas téméraire. Ouais. Donc tu te fous de la gueule de qui aujourd'hui? Écoute, aujourd'hui, on va commencer avec celui que j'avais laissé tranquille la semaine dernière. Il s'en était très bien sorti. Mais parce qu'on sait très bien que notre cher Joe aime bien dire quand il a raison. Il aime bien le mettre en avant. On l'a vu la semaine dernière. Écoute, t'emballes pas trop. Parce que la semaine dernière, t'étais content. T'avais vu le Milan battre le Paris Saint-Germain. On a eu le droit à toute l'émission. Mais il semblerait que notre Madame Irma Nationale ne lise pas aussi bien dans tous les clubs de Ligue 1. Rennes ne défend pas assez agressivement depuis des années, je trouve. Je trouve que l'animation défensive de Rennes, pas la ligne défensive, mais l'animation défensive générale, n'est pas assez agressive. Et tu parles de Matic, je pense que Matic a été pris un peu pour ça, pour amener ce côté dur sur l'homme et très physique, tu vois. Parce qu'il y a des moments, il faut mettre le pied, tu vois. Il y a des moments où tu ne peux pas accepter de perdre et de jamais remonter un match. Oui, comme un Ugarte pourrait faire, comme un Zakaria. D'ailleurs, Rennes, on l'avait un peu vu ensemble. C'était l'équipe qui faisait moins de foot, je pense. Ouais. Alors heureusement qu'il n'a jamais été coach parce qu'il aurait demandé plus d'impact physique à Yannick Cahuzac, parce qu'effectivement, depuis ses propos, Rennes, c'est 2 matchs, 2 cartons rouges, 150 minutes sur 180 à 10 contre 11. Ça reste sur 3 matchs, 3 cartons rouges, un mois qu'ils n'ont pas fini des rencontres à 11, messieurs, dames. Mais oui, c'est vrai que Rennes sont trop gentils, ils sont trop soft. Regarde la zone alors, les joueurs de Stade Rennais. Trop soft, Rennes. Je pense que c'est Joe qui a raison. Encore grâce à moi. Ouais, je pense que c'est le message qui est passé. Trop bien passé, peut-être même. Bon, les changements de cible, et on retrouve notre littéraire de la bande. Effectivement, après son envolée philosophique romantique de la semaine dernière, il nous a offert cette fois-ci une nouvelle métaphore qui m'a inspiré un petit jeu. J'en reviens juste après. Je me l'explique pas, mais j'ai l'impression que c'est le casting de Fast and Furious. Alors, à chaque fois, il y a les mêmes mecs, où il y a des nouveaux mecs, où les Expendables, ils ramènent des nouveaux mecs, et on dit « Ah là, ce film, il va être différent », et c'est le même film. Alors oui, effectivement, je suis fan de tes métaphores, Boris. De toute façon, je te l'ai déjà dit, et comme vous le savez, j'aime bien toujours glisser un petit jeu. Dans ma chronique, on avait eu le question pour un stalker, on avait eu le au plus qui était proche. Bidon, complètement bidon. Mais... Et on ne révèle pas les coulisses de cette émission, c'est très important. C'est le meilleur stalker de France. Mais on a vu le au plus proche avec notre cher Omar Da Fonseca, avec ses envolées sur Messi et sur Maradona. Aujourd'hui, je vous propose un film, un club. En gros, c'est très simple. Je vais vous donner un film. Pas mal, ça, j'aime bien. Je vous donne un petit film. Nico est cinéphile en plus. Eh bah. T'as toujours ta carte UGC cinécité. Tout le temps. Je sors jamais sans. Et bah, du coup, ça va te plaire. Ça va être un film, une petite phrase pour expliquer un peu la chose. Okay. Et on cherche un club d'un des 5 grands championnats. J'aime bien. Ok. Vous êtes prêts ? C'est parti. On va commencer avec Bienvenue chez les Ch'tis. Car comme dans le film, avec ce club, on pleure 2 fois.
Une fois quand on va au stade, parce qu'on sait qu'on va avoir une purge. Marseille. Et quand on revient du stade, parce qu'on a vu une purge. C'est actuel? C'est actuel. Là, j'aurais plutôt tendance à dire Nice. Nice, non, Ah. c'est pas Nice. Club qui est plus bas en classement, mais bien en France. Bah, Lens. Tu peux descendre encore. Lyon. On entend La des voix. voix, mais effectivement, Voix ici, là. effectivement, c'est bien l'Olympique Lyonnais. Bravo. L'Olympique Lyonnais, bah oui, cette Qui a voix. dit ça? Cette voix. Qui a dit ça? On entend. On a des souffles. On révélera son identité en temps voulu. Très bien. Derrière, on a l'outsider, car personne ne l'a vu venir, et il a remis en cause l'ordre établi. C'est un film, l'Outsider? Ouais. Ok. Leicester. Non, Ah oui, c'est dans C'est les... actuel. Jérôme. exactement. Boum. Effectivement. Il joue en premier Bundesliga. de Ligue espagnole. Magnifique, devant le Real, devant le Il a trouvé Barça. une bonne réponse, il est mort de rire. C'est la fierté, c'est le sourire de la fierté. Leicester, qu'est-ce que je suis fort. On a également Invincible, car avec Nice et le Bayern, c'est le seul club encore invaincu en championnat. Ah, Avec Nice et le Bayern, L'Inter. non. c'est le seul club encore invaincu en championnat. Le Bayern Munich. Ah non, alors avec Leverkusen. Leverkusen, le Bayer Leverkusen, Merci effectivement. d'avoir aidé sur le Bayern. Eh ouais. Non, c'était- Mais il l'avait dit. Passe. Je m'en veux tellement. Avec le Bayern. Le Bayern, j'aurais pu dire Munich. J'aurais Ouais, pu désolé, préciser, désolé. Je t'induis en erreur. J'ai plongé. Bayer, Leverkusen. Et effectivement. D'ailleurs, Xabi Alonso est pressenti pour le Bayern Munich la saison prochaine. Voilà. Ouais. Je l'aurais bien vu au Real, tu vois, si je peux me permettre. Le parrain 3, présence de mafieux, et en plus, c'est le Napoli. plus ennuyeux des trois. Napoli. Non. Ajaccio. T'as dit quoi à la fin de la phrase? C'est le plus ennuyé des parents. Ouais. Voilà, exactement. Euh, L'OM, effectivement, magnifique. L'Olympique de Marseille, le plus ennuyeux des trois. Pas de doute, ça pouvait pas être le Napoli, ça pouvait pas être ces clubs. C'était bien l'Olympique de Marseille. Seul au monde, fun fact, c'est le seul club de France où ce sont les joueurs qui connaissent le nom des supporters. wow. Oh. Brest. Non. Le Havre. Non. J'aurais dit Sedan, parce qu'à l'époque, il y a un mec qui Ouais, non. Le seul club de France. allait qui boire connaît des son coups au supporter. House. Mais... Ce sont les joueurs qui connaissent le nom des supporters. Clermont. Non. Mais pas de supporter. T'as dit Lens? T'as dit Non, Lens? j'ai pas dit Lens. C'est Non, Lens. à Lens. Public à Lens. Il y a un public à Lens. Un club. Ah, Ah bah Monaco. Monaco. Ah. oui. Ah mais j'avais pas J'avais compris le truc comme ça moi. Ah, Je suis vraiment débile. Je pensais qu'il y avait une bête de relation avec les supporters. Bah oui, c'est comme ça. Donc Ah, moi j'ai non, pensé à ça. c'est Juste plus dans le raté, sens où... une question ratée. Ah ouais. On va se le Ouais. faire un peu. Donc je suis pas franchement, débile. non. J'avais c'est compris ça, sa c'est ça, question. pour une- Ah ouais? Mais je suis nul, mais j'ai compris sa question. J'allais dire qu'il participe peu. Ça fait du bien d'être soutenu. Il boit, il boit, tu tu je peux pas. comprends pas, là. Et on se termine avec une derrière. Real Steel, eux non plus, n'ont pas le meilleur des Reims. robots. Quoi? Mais oui, effectivement, c'est rare. J'ai même pas le temps de C'est quoi le terminer. J'ai entendu. Real Steel, tu connais pas le film avec Hugh Jackman? Ah, Un film Real. avec Hugh Jackman. Ah, Real Real. Steel. c'est un film espagnol, Non. Real. Je suis claqué au sol, c'est fou. Ça pourrait être une équipe Ok. de Liga également. Ouais, Oui, c'est vrai, bah t'as Moi je suis pas t'es vite. plongé dedans. moi. Je suis claqué. Et c'est ouais. Ok. Qu'il est Ouais, j'aime lourd. pas finalement ce jeu. Peut-être parce que je Quand suis même une petite nul. bonne réponse, quand même une petite bonne réponse. Ouais, c'est vrai. Mais effectivement, Yes. effectivement, c'est Joe qui prend le lead. C'est Joe qui prend le lead. Bon, et pour terminer, je voulais mettre en avant votre capacité à écouter les invités, à les prendre en considération et à vraiment les mettre dans de très bonnes conditions. Ça va être horrible. T'en as marre de quoi qu'on te parle le plus souvent de ça, de Totti, de l'accident de scout, Frère, je pense. non de ton frère? Ouais, franchement, C'est ouais. ça, t'en as marre qu'on te parle tout le temps de ça? On parle de mon frère. Ouais, oui. C'est la On va comparaison, parler tout de ça. ton frère. Bah, allons-y. Ah, ça rigole, mais au final, je crois qu'on a eu le droit à ce qu'il ne fallait pas voir. Je voudrais qu'on termine Peut-être l'émission revenir, avec une petite photo. Ricardo, c'est un derby corse, saison 2012-2013, Ajaccio-Bastia. Je pense que tu vois là où je veux en venir. C'est une rencontre entre toi et ton frère. Il a eu un rôle, de près ou de loin, dans ta carrière, Ouais, bien sûr, il a eu un rôle. sur tes choix, sur ton style de jeu. Est-ce que du coup, ça t'a pas même mis un peu de pression quand t'as Oui, un grand frère qui performe, qui est vu comme un futur star, et toi tu te dis est-ce que je vais être pareil, est-ce que c'est avec le caractère que tu avais, est-ce que ça a tendance à te faire un peu Et on vit un peu ça en ce moment, tu plus vois, avec les frères Mbappé, hein, mine de rien, avec Ethan Mbappé qui arrive C'est aussi dans le clair, rôle du Paris En Saint-Germain. fait, c'est. il y a du ressentiment ou jamais enfin tu vois un truc qui Non, parce que. inconsciemment tu vois putain il me casse les couilles en fait mon Pas que- frère. Putain, le pauvre. Ah là là, non mais c'est magnifique. C'est horrible. Il nous dit qu'il ne veut pas qu'on parle de son frère, on passe 10 minutes à lui poser des questions sur son Bon, frère. un Ça message partait après, d'un Manu bon Gallet-Maquet. sentiment. C'est quand même cool de pouvoir faire un derby corse contre son frère. C'est vrai, mais après, il n'y a pas qu'une question, il y a 2-3 questions, je me mets à sa place, voilà. Nous, Ah, désolé. après, bon, je pense qu'on sait recevoir dans la zone, il n'y a pas de débat. D'ailleurs, comme dirait l'autre, j'ai un scoop pour vous.
Effectivement, j'ai les prochains invités sur cette émission. On aura André-Pierre Gignac qui nous parlera de son poteau face au Portugal, David Trezeguet de son pénalty raté face à l'Italie et David Ginola pour son match face à la Bulgarie. Bah, écoute, on les attend ici. Y a pas de souci. Franchement, si on est là, je suis ravi. Bah, clairement. Mais t'avais un calendrier de David Ginola, toi, dans ta chambre, non? Ouais, celui où il est tout nu, ouais. Tout Non, à fait. mais n'importe quoi. Trezeguet, c'est mon idole. Ce qu'il raconte. Merci, c'est fini. Franchement, C'est fini. c'était très cool, tu vois. Ça veut dire que c'est passé très très vite. On a passé un super moment. Combien de bonnes réponses, la douche? Quasiment toutes. 6 sur 6. Je vous les ai soufflés. On lui a coupé C'était son moi la micro. petite voix qui soufflait les T'es bonnes bon, réponses. t'es très très bon. Bah, merci Benjamin, c'était très très beaucoup. cool. On va terminer cette première partie de la zone avec un gros thème. D'ailleurs, on va profiter un petit peu de la présence de notre invité, l'immense Nicolas Douchès, un des meilleurs gardiens que la Ligue 2 ait connu, un des meilleurs gardiens que la Ligue 1 ait connu et qui a fait d'Arthur Desmas le meilleur gardien de Ligue 2 et un des meilleurs cette saison en Ligue 1. It's all about the Benjamins, baby. On voulait profiter de ta présence pour évoquer les gardiens de but, mon cher Nico, et leur rôle, le style de jeu actuel, l'évolution entre ta période et celle d'aujourd'hui. Alors ouais, déjà, toi, tu as connu deux rôles. Tu as eu deux rôles différents en tant que gardien de but. Tu as été joueur en tant que gardien de but et aujourd'hui, tu es entraîneur des gardiens de but. C'est quoi le plus dur, selon toi, maintenant que tu as un petit peu... Entre joueur et entraîneur? Ouais. Ouais, c'est entraîneur. C'est le plus dur, vraiment? Ouais. Oui, parce que quand tu es joueur, en fait, tu te laisses guider. Tu te laisses guider et tu joues pour toi. Quand tu es entraîneur, en fait, tu es juste dévoué aux autres. Tu fais tout pour les autres. Mais finalement, toi, en retour, mis à part le plaisir que tu as d'essayer de faire progresser et de voir que ceux que tu entraînes sont bons, finalement, tu n'as pas grand-chose quand tu es entraîneur. Tu fais tout pour les autres. Après, c'est une façon de voir les choses et moi, ça me plaît. Mais quand tu es joueur, tu es égoïste. Tu joues. Ouais, tu penses essentiellement à toi. Tu penses à tes performances, à ce que tu vas faire sur le terrain. Quand tu es entraîneur, tu penses pour les autres. Et est-ce que tu te compares un petit peu aux entraîneurs de gardiens que tu as eus? Est-ce que tu t'appuies un petit peu sur ce qu'ils ont pu t'apprendre ou vraiment, je te connais un petit peu, je sais que tu fais essentiellement des choses au feeling, comme tu le sens, ou vraiment tu te dis, tiens, quand j'étais plus jeune, je me souviens d'un tel qui m'a fait Non, mais ça. je m'inspire des entraîneurs que j'ai connus. Évidemment, il y a des choses que j'ai enregistrées et que j'ai gardées. Maintenant, je pense que j'ai rien à voir avec tous ceux que j'ai eus. Je suis dans mon rôle, dans mon style, où j'ai besoin que ça soit de la bonne humeur pour bien travailler et j'attache beaucoup d'importance à cultiver ça. Et justement, est-ce que le fait d'être un peu comme ça aujourd'hui en tant qu'entraîneur n'est pas dû au fait que le rôle vraiment de gardien de but a vraiment évolué? Tu disais, tu t'inspires un petit peu, mais aujourd'hui tout doit être différent. Je suppose que les séances que tu t'imposes et que tu imposes à tes joueurs, elles doivent être complètement différentes que celles que tu as eues. Tu vois, par exemple, tout bêtement, aujourd'hui, un bon gardien, c'est quoi? C'est quoi les qualités d'un très bon gardien de but aujourd'hui, selon toi? Complet. Ouais, Après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on attache tellement d'importance dans le jeu au pied que ça, par moments, ça m'énerve parce que ça prend le dessus sur les compétences du gardien. Mais maintenant, le gardien, oui, a besoin d'être très complet et d'être vraiment le 11e joueur. À l'époque, on demandait juste au gardien d'être un peu fracassé de la tête et de ne pas avoir peur pour aller prendre les ballons. Maintenant, on demande beaucoup plus de réflexion. C'est le premier relanceur. Et enfin, il a beaucoup d'importance dans les schémas de jeu. Mais il doit quand même garder cette âme de gardien et de défendre son but. J'ai un peu l'impression qu'avant, donc à ton époque, à notre époque un peu, tu vois. Ouais, parce que tu étais pro il n'y a pas si longtemps. Tu as arrêté il y a quoi, il y a 4 ans, 5 ans? Ouais, mais quand on t'apprend à être gardien, à l'époque, on travaillait les points forts du gardien pour qu'il ait une spécificité par rapport aux autres, tu vois. Où tu étais très très fort sur ta ligne, où tu étais super fort dans les sorties aériennes, ou en 1 contre 1, ou le jeu au pied. Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'on uniformise tout et que chaque gardien doit être comme ça. Et il y a un côté un peu robotique. Ouais, ils se ressemblent un peu tous, je trouve, toi, dans la formation. Pas aussi un truc de profil au niveau des TN, de dire on veut des mecs de 2 mètres et qui savent jouer au pied. Est-ce que ça, tu le ressens aussi? Ça a changé. Aujourd'hui,
Quand je me retrouve à côté des gardiens, j'ai l'impression d'être petit. Alors qu'à l'époque où je jouais... Après Desmas, c'est sûr qu'il y a code triche. Hein. Mais, au-delà d'Arthur, la plupart des gardiens, j'ai l'impression que c'est tous des géants. Et ça, déjà, c'est un critère de recrutement qui a beaucoup changé par rapport à l'époque. Si ça devait être le cas aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'un Jérémy Janot il pourrait faire carrière, alors qu'il a eu une grande carrière. Anto Lopez, c'est un peu pareil. Ouais. Excuse-moi, tout à l'heure, il me semblait que... Non, tu voulais pas dire quelque chose. Non, c'était par rapport à ce truc-là où j'ai l'impression justement que il y a Taboulka à Nice qui fait 2 mètres, il y avait Maignan, c'est pareil, enfin, les gars ils sont gigantesques, Donnarumma, j'en parle pas. Mais par rapport à ce que tu disais, que les gardiens se ressemblent un peu tous, il y a quand même pas mal de différences pour moi, mais parce que je vais regarder des points bien précis sur de la technique, sur des appuis, sur des postures. Enfin voilà, il y a des gardiens qui sont pas capables de sortir aujourd'hui, alors que certains sont très bons là-dedans. C'est là où pour moi il y a une différence entre les très bons et les meilleurs, c'est notamment dans la lecture du jeu, être capable de lire les situations, d'être très vite derrière sa défense. Enfin, voilà, il y a encore aujourd'hui des gardiens très différents, mais on est beaucoup plus exigeant maintenant et on leur demande d'être beaucoup plus complet. Est-ce qu'il y a encore de la place pour des styles atypiques, tu dirais? Parce que moi, je pense encore aux années 90 et pour avoir connu à la télé Bernard Lama, tu vois, qui avait un style vraiment très à part. Et puis, tu pouvais avoir un Oliver Kahn qui était complètement différent. Tu vois, on n'a pas forcément de similitude, même technique. Est-ce que ça peut exister encore ça aujourd'hui, ou on essaye de lisser T'as eu quand même des changements assez radicaux. Quand tu prends l'exemple de Neuer, quand il est arrivé, il a quand même modernisé c'est lui, en fait, le poste par le jeu au pied, par certains arrêts où il restait debout. Exactement. Même son placement. Et l'Allemagne était quasiment comme libéraux. C'est ça. Et beaucoup plus récemment, quand Ederson il arrive à City, il arrive quasiment comme un joueur de champ et pas comme un gardien. Il fait des passes décisives. C'est presque plus important quand lui est à City d'avoir un bon jeu au pied que le reste. Donc, parce qu'en fait, on cherche tellement de nouvelles solutions pour déséquilibrer l'équipe adverse, puisqu'on a cherché tellement d'équilibre dans le jeu pour neutraliser l'équipe adverse, l'autre, je ne sais pas si tu vois dessus, et du coup, on cherche toujours d'autres alternatives. Mais le problème, c'est que si tu fais ça, si tu vas trop loin là-dedans, des joueurs comme Donnarumma, par exemple, qui peuvent être extraordinaires sur sa ligne, sur d'autres aspects, tu vois. Sur le jeu au pied, par exemple. Non, pas forcément, justement, mais tu vois, moi, j'aime bien aussi avoir plusieurs styles de jeu. Je trouve que c'est ça qui rend le football moi, ce que je trouve important par rapport à ce poste, c'est d'être capable de recruter un gardien qui correspond au style de jeu de l'équipe. Exactement. Et c'est pas toujours le cas. Exactement. Et selon toi, avec le recul, ta carrière, ce que tu as connu et aujourd'hui, ce que tu vis avec Le Havre en tant qu'entraîneur des gardiens, c'est plus dur d'être gardien aujourd'hui ou à ton époque, donc début des années 2000? J'ai envie de te dire que c'est plus dur aujourd'hui dans le sens où il y a plus d'exigences, il y a plus d'analyse. C'est de plus en plus poussé. Donc c'est peut-être plus compliqué maintenant. Mais pour moi, à chaque époque, il y avait des complications, il y avait de la pression. Et puis c'est juste toi et ta capacité à encaisser ces choses-là et à gérer la pression. Mais c'est vrai que toi, tu parlais un petit peu même toi, tu disais des profils qui ont un peu marqué leur génération. Toi, tu parlais de Bernard Lama, il y a eu Olmeta aussi, qui est un petit peu sorti du haut. Fabien Barthez, Manu Neuer. C'est vrai que là, du coup, en parlant, Jo, tu m'as un petit peu convaincu en disant qu'il y a ce côté un peu robotique où tu vois des Ederson, j'ai plus les noms, des Onana, ou vraiment. Donc tu m'as un petit peu convaincu, Jo. C'est devenu à l'époque, c'était. Et si t'as convaincu, ça veut dire que tu trouves qu'un Maignan est pareil qu'un Donnarumma? Non, c'est vrai. J'étais peut-être convaincu dans le sens. Convaincu. Je peux dire un truc ou non? Je suis très influençable, j'ai l'impression. Dès qu'on parle, tu m'as ok, bon, magnifique. C'est la fin de cette première partie de la zone. On se retrouve dans une prochaine émission. Ok. Tu restes là, Nico? Ça te va ou pas? Je bouge pas. Ok, voilà. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans la prochaine vidéo, toujours avec Jo Bellin, Bobo et Nico Douchez. À tout de suite. Oh là là là. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Benjamins, baby.